Bon, bien, nous sommes très heureux de vous accueillir, Monsieur Denis Seznec et Maître Florent. Qui mieux que mon co-rapporteur Georges Fenech connaît votre dossier? Je le prendrai sous des aspects de principe et non pas sous des aspects personnels, vous le comprenez bien. Et je tiens à vous dire que cette commission n'aurait peut-être pas été organisée si nous n'avions pas eu à connaître de l'affaire Seznec. Je voudrais placer juste les affaires et puis je donnerai bien sûr la parole ensuite à Georges Fenech, qui connaît ça mieux que quiconque. Un état de droit, c'est un état où il doit y avoir un équilibre qui peut s'établir entre, d'un côté, l'autorité de la chose décidée ou jugée, car celle-ci apaise, celle-ci permet de mettre fin à des conflits. Et bien évidemment, en matière pénale, cette autorité de la chose jugée décidée ne peut être comprise qu'à condition qu'elle s'applique à des personnes pour lesquelles la culpabilité ne fait aucun doute. Depuis 1660, la France, sous la royauté, sous tous les régimes, connaît cet affrontement qui existe en deux très grands principes. L'ordre judiciaire d'un côté, le droit à l'innocence de l'autre côté. Bien sûr, à partir de ce moment-là, les fameuses phrases « entre un innocent en prison et senti coupable en liberté », etc., La Bruyère, Voltaire, Dreyfus, et enfin Seznec. Nous sommes tous les deux, Georges Fenech et moi, des passionnés de la vérité et de la vérité judiciaire. Nous avons été désignés par la commission des lois. J'ai pensé que c'était ce qu'il y avait de plus utile plutôt que d'être parlementaire en mission sur ce sujet. Nous sommes 8 parlementaires de l'opposition, moi parlementaire de la majorité. Lui magistrat, moi avocat. Et le président Urvoas, que je remercie vivement, a décidé de créer cette commission d'information, de la confier à 2 personnes, c'est la première fois que ça se fait ainsi, dans les équilibres que j'ai indiqués, afin de faire un certain nombre de propositions qui soit déboucheront sur une proposition de loi, soit considéreront, si tout apparaît normal, d'arrêter nos investigations. Donc, cette commission a pour mission d'informer parfaitement le groupe qui déposera une proposition de loi ou le gouvernement qui déposera un projet de loi. Deuxième chose, depuis 1945, 8 affaires ont fait l'objet de décisions de la Cour de révision en matière criminelle, ordonnant la révision des décisions pénales. Cela nous a interpellés, cela interpelle tous ceux qui ont écrit. J'ai eu, en ce qui vous concerne, les écrits de Maître Bredin et de Maître Baudelot. Nous avons entendu tout un certain nombre déjà de grands témoins. Incontestablement, on peut se poser des questions de savoir si la justice est si parfaite qu'une seule fois en 10 ans, elle peut se tromper. À partir de ce moment-là, on a repris, bien évidemment, le Code de procédure pénale. D'un côté, les demandes en révision, de l'autre côté, les demandes en réexamen. Ce n'est pas la même chose.
Et en ce qui concerne les demandes en révision, c'est la loi du 23 juin 1989, en particulier avec le 4e cas d'ouverture. Après une condamnation, vient se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Quel doute? Quel fait nouveau? Voilà, c'est la question qui se pose. Qui peut saisir? Est-ce que cela doit se limiter d'un côté au ministre de la Justice, au condamné, bien sûr, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels? Donc sur la saisine même, je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'on doit étendre ça aux petits-enfants? Est-ce que l'on doit étendre ça au procureur général près la Cour de cassation? On peut se poser tout un certain nombre de questions. J'avais en tête l'affaire de Dominici, où, comme les enfants ont plaidé contre leur père, on comprend que les enfants n'aient pas envie d'avoir la révision de la condamnation du père. Qu'est-ce qui peut se passer en ce cas-là? Ensuite de cela, ça c'est sur la saisine. Vous avez votre avocat qui est là. J'aimerais qu'il nous donne son avis sur la commission de révision et la cour de révision. Il nous a été proposé par Maître Le Borgne d'étendre la composition de la cour de révision qui serait fusionnée avec la commission de révision à un certain nombre de non-professionnels qui pourraient être déterminés de façon un tel ou un tel. On peut en discuter. Bien évidemment, se pose également, et Georges Fenech a été le premier à déposer une proposition de loi en 2007, sur la notion de doute. Quel doute? On est passé du doute sérieux au doute sans que les magistrats estiment que cela veuille dire quelque chose de fort. Est-ce que ce doute est simplement un doute léger? Est-ce que c'est un doute raisonnable ou est-ce que c'est le moindre doute? Je pense que sur ces premiers aspects, au vu de tout ce que vous avez vécu, ce que nous souhaiterions avoir, c'est de votre part un certain nombre de propositions sur lesquelles nous puissions discuter. Je ne parle pas des problèmes du réexamen, ce n'est pas votre domaine spécifique, mais c'est un domaine également très important. Voilà, je donne la parole maintenant à Georges Fenech. Eh bien, je suis très heureux que nous recevions à la Commission des lois, dans le cadre de cette mission parlementaire, Denis Seznec et son conseil, Maître Florent. Nous connaissons tous évidemment le combat de Denis Seznec pour la réhabilitation de son grand-père, mais au-delà du cas familial, il y a aussi son implication, d'une manière plus générale, à la tête de l'association France Justice, qui regroupe, j'allais dire presque la quasi-totalité de ceux qui ont eu à souffrir d'une erreur judiciaire ou qui se battent toujours pour faire reconnaître leur innocence. Il y a notamment Patrick Dils, qui est membre de l'association, et bien d'autres. D'ailleurs, Maître Florent, vous êtes également l'avocat de Patrick Dils. Donc vous avez sans aucun doute une très très forte légitimité pour nous apporter votre point de vue, vos propositions sur une réforme qui pourrait voir le jour, enfin, je dirais, dans un cadre totalement serein, puisque nous sommes en dehors d'une actualité, nous sommes là en train de réfléchir avec la chancellerie et puis tous ceux que nous avons auditionnés et que nous auditionnerons, savoir si la procédure telle qu'elle existe aujourd'hui est suffisante, s'il ne faut pas l'améliorer davantage, tout en respectant l'autorité de la chose jugée, permettre une meilleure reconnaissance d'erreurs judiciaires qui ont pu se commettre, parce qu'effectivement, 8 révisions depuis 1945, ça laisse supposer qu'il est très difficile aujourd'hui de faire reconnaître qu'une erreur a pu se commettre. Voilà, c'est dans cet esprit qu'avec Alain Touraine, nous travaillons.
Nous n'avons rien balisé, sinon qu'évidemment, nous avons quelques idées. Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt d'autres idées qui nous ont été soumises, tout à l'heure encore par Maître Le Borgne. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt aussi que nous allons procéder à votre audition, dont je rappelle qu'elle est en direct, qu'il n'y ait pas de surprise, en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Donc, tous ceux qui s'intéressent, et ils sont nombreux, à ce sujet, peuvent suivre en direct de nos travaux. Alors, je ne sais pas lequel souhaite commencer. Vous êtes... Alors, Denis Seznec. Pour illustrer vos propos, vous avez parlé de moins d'une dizaine de révisions depuis 1945. La justice américaine, vous savez qu'il y a deux systèmes dans le monde, anglo-saxonne et française, ils ont reconnu eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, qu'ils ont exécuté 900 innocents en un siècle. La justice française, Dreyfus est connu, mais c'est une cour militaire qui était désavouée. Elle a ce grave défaut à nos yeux de ne pratiquement jamais reconnaître d'erreur. Elle le fait, mais c'est tellement rare. Il faut tellement d'évidence, et même la redéfinition du fait nouveau ou du demandeur doit être vue également. Il y va de la crédibilité de la justice. Maître Georges Fenech, Monsieur Georges Fenech disait l'association, j'en dirai pas deux mots aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais c'est vrai qu'à Patrick Wills, il y a aussi Yves Duteil qui est le chanteur, mais qui est le descendant de Dreyfus. Il y a toutes les grandes affaires. Il y a Conneau qui m'a marié il n'y a pas longtemps, c'est l'ancien maire de Vence. Il y a toutes les grandes affaires, les disparus de Lyon, etc., dans la franc-justice. J'en suis le président, c'était Marcel Julien autrefois. Ça a failli être Simone Veil à un moment, mais elle était au Conseil constitutionnel. Et je ne vous cache pas que je vais vous lire un texte du président de l'Assemblée nationale. Et la loi qu'on a appelée Seznec était votée à l'unanimité, je vous rappelle, des deux chambres. Regardez ce que disait le président à l'époque. Je l'avais oublié, je l'ai lu tout à l'heure à Maître Florent. C'est très court. C'était le président de l'Assemblée. Regardez, écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est l'esprit dans lequel l'Assemblée devrait se replonger, parce que la justice, pour l'instant, globalement, elle ne reconnaît pas d'erreur. Elle a l'impression, je dis ça globalement bien sûr, ça peut pas être unanime, mais que remettre en cause un jugement, c'est lui faire injure, c'est remettre en cause son autorité. Écoutez bien ce que disait le président de l'Assemblée nationale, bien avant l'affaire Seznec n'était pas encore sur les rails, si on peut parler comme ça. Je ne sais pas quelle est la vérité sur l'affaire Seznec. Ce que je sais, c'est qu'entre les deux postulats qui doivent tracer le chemin de la justice, d'un côté, il faut une stabilité des situations juridiques, de l'autre, on ne peut pas admettre que durablement l'erreur l'emporte sur la vérité. Qu'entre ces deux exigences-là, c'est la seconde qui doit prévaloir, la culture du doute. Si doute il y a, il doit être favorable au condamné. Cela veut dire que dès lors qu'il y a doute, étayé en raison, j'estime que l'esprit de la loi doit l'emporter. En disant cela, je ne veux pas me mêler de ce qui concerne l'autorité judiciaire, mais je préside une assemblée, l'Assemblée nationale, où l'on fabrique la loi. La loi doit être bonne en elle-même et dans son application. Les législateurs que nous sommes ne peuvent pas se désintéresser du suivi de l'application de la loi, pas d'interférence avec le pouvoir judiciaire, indépendant, respecté, mais en même temps, pas d'indifférence à l'application de la loi. Faute de quoi, nous n'aurions fait qu'une partie de notre travail. En clair, il disait, il faut veiller avec quel esprit la loi va être appliquée. Eh bien, je prétends, et je m'en excuse auprès de certains magistrats, je crois que l'esprit n'a pas été respecté. Il y a un doute, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, vous pensez que ma conviction est tout autre, mais un doute sur l'affaire Seznec. C'est la seule affaire où il n'y a pas de cadavre, pas d'armes, pas de témoins, aucun aveu bien évidemment, et malgré cela, on a décrété un jury populaire. Avant la guerre, je ne fais pas injure, mais avant la guerre, c'était différent, c'était 12 hommes, les magistrats procès ne votaient pas, étaient à la simple majorité. Depuis la guerre, c'est les 2/3 des voix, et il y a 3 professionnels. Je ne dis pas qu'ils apportent quelque chose, mais ils ont le temps peut-être de la réflexion. Eh bien, il a été condamné à une voix de majorité, mon grand-père. Et c'est le seul cas, où le jury a regretté son jugement, a demandé la révision. Ils étaient 11 survivants sur 12.
12 hommes. Bien sûr, les femmes, on n'en voudrait pas, mais ils n'avaient pas le droit de vote. Pensez bien qu'elles n'étaient pas jurées non plus. Soi-disant populaire, à l'époque de mon grand-père, en 1924, quand a eu lieu le procès, il n'y avait que 17 000 Français à Paris qui pouvaient prétendre être jurés. Pour vous dire que c'était populaire, je mets des grosses guillemets. Hein. Mon grand-père a été condamné, et Monique Dolin-Dufresnel, qui est la petite fille du juge Dolin-Dufresnel, qui a condamné mon grand-père, enfin qui a prononcé le jugement, il n'a pas délibéré, elle fait partie de mon association. Elle dit que son grand-père a regretté toute sa vie d'avoir condamné mon grand-père. Alors c'est vrai que ma famille, c'est mon excuse un petit peu, c'est vrai que ma famille a été détruite, complètement détruite. Je suis le dernier des Mohicans. Et je crois que les magistrats, il se trouve que j'en connais quelques-uns quand même, eux-mêmes regrettent. Je cite Bredin et Baudelot, mes avocats de l'époque, qui sont toujours mes avocats pour la révision. Maître Florent fait partie de l'association France Justice. C'est pas l'avocat c'est pas contre vous, au contraire, hein, que je dis ça. Il y a de nombreux avocats, ça va de Dupond-Moretti à Collard, à tous les avocats que vous connaissez, ils font partie de France Justice. Hein. Je crois que la loi sur la révision est très mauvaise et donne une très mauvaise image de la justice. Actuellement, on parle de sondage d'hommes politiques, mais je peux vous assurer, et ce n'est pas moi qui devrais le dire, que l'institution judiciaire a une crédibilité qui est proche de zéro. C'est une loterie. Il y a même un sondage qui l'a dit il y a 10 ans. Avez-vous peur d'être convoqué par un commissaire de police la nuit ou par un magistrat ? 53% des gens ont peur d'être convoqués par un commissaire de police la nuit. 75% par un magistrat, de jour comme de nuit. Ça veut dire que les gens ont peur. C'est une institution qui terrorise parce qu'elle ne reconnaît jamais. Quand vous êtes dans la machine, c'est terminé. Vous êtes un coupable à vie. Avec des rapports de police qui sont... Là, c'est pas mon... Je ne veux pas trop m'étendre. Donc, l'affaire Cesnec, c'est vrai que si mon grand-père n'est pas réhabilité, la justice, malheureusement, je cite un journal américain, après tout, ils ont dit que j'avais échoué. Vous savez que c'est la garde des Sceaux qui avait demandé la révision, on va y venir vraiment au fait. Eh bien, il avait dit que j'avais échoué à moins de 3 mètres du sommet de l'Everest. C'est vrai. Et mes avocats de l'époque, Bredin et Baudelot, m'avaient dit quelques jours avant le vote final, c'est une procédure exceptionnelle, vous savez que c'est mort ou vivant. Vivant, ils ne sont pas obligés de le sortir de prison d'ailleurs. Eh bien, il peut être jugé par une autre cour d'assises, à un autre endroit, par un autre juge, si la commission de révision dit oui. S'il est mort, il y en a que 3. Ranucci, Dominici, Cesnec. Ranucci, en 15 jours, débouté. Dominici, irrecevable. Cesnec, 7 ans. Et c'est la garde des Sceaux qui a demandé parce que la loi, elle n'est pas toujours parfaite, disait que lorsque, c'est dans votre livre, lorsqu'une famille a disparu, le garde des Sceaux peut se substituer à la famille. Comme ils ont reconnu qu'un petit-fils n'était pas un enfant, ça fait rire tout le monde. Hein. Je suis le petit-fils Cesnec, tout le monde le sait. Hein, en tout cas, moi le premier. Eh bien, la garde des Sceaux, au bout de 4 jours de nomination, c'était à l'époque Maryse Branchu, elle a déclaré que ça suffit. C'est la justice, c'est la seule fois dans l'histoire de France, c'est la justice qui va demander la réhabilitation. C'est plus la famille Cesnec. Je passe sur le fait que, ça c'est la presse, 14 demandes, c'est pas vrai. Je ne veux pas en faire une polémique, mais ma grand-mère écrivait au garde des Sceaux, et à l'époque, il considérait ça comme une demande. Je passe sur le fait que des rejets, c'est pas vrai. Ils ont cru faire une fleur à mon grand-père, le garde des Sceaux de l'époque, et le président du Conseil, qui était un peu le super Hollande de l'époque, si on peut parler comme ça, en le libérant en Guyane, au bout de 20 ans de bagne quand même, à condition que toute sa famille, 3 survivants, dont ma mère, le rejoignent en Guyane. C'était pas mal. Ça donnait l'impression, même à des gens qui militaient pour mon grand-père, qu'il y avait une fleur. C'était complètement faux, parce que c'est pas le cadre de nos propos aujourd'hui, mais la loi n'a pas changé. Quand on commue une peine, elle commence au jour où on vous la donne. Vous êtes à perpète, fait 20 ans, vous ferez 20 ans à partir du jour. Mon grand-père aurait fait 35 ans de bagne. Et c'est un des très rares qui est revenu de bagne vivant, parce que De Gaulle est intervenu. J'ai une lettre de De Gaulle d'ailleurs, enfin, c'est pas politique, mais il a écrit à ma mère, en 57, à traverser du désert pour lui.
De Gaulle a gracié mon grand-père. Une grâce, ce n'est pas une réhabilitation. Je crois que le grand public ne le sait pas. Mais il a été gracié, donc il a pu revenir. Vous savez qu'il est mort dans des circonstances un peu troubles, qui a fait Abin d'Inter, qui est toujours vivant, qui était l'avocat de l'époque, a porté plainte pour assassinat, parce que la voiture a pris la fuite. Mon grand-père est resté 3 mois dans le coma, il est mort. On n'a pas eu de cesse. Ma mère a sacrifié toute sa vie, moi la mienne d'une certaine façon. France Justice a été pendant longtemps que l'affaire Cessnec, ça l'est toujours d'ailleurs pour beaucoup de membres, mais on l'a étendu à d'autres affaires. Et je crois que votre commission est très très importante, parce que ça permettrait à la justice française de montrer qu'elle est capable, de temps en temps, je ne monte pas tous les jours, de temps en temps, de reconnaître une erreur. Et je termine en vous disant, je suis chargé aujourd'hui parce que je vous ai amené le livre, je l'ai fait exprès de le faire, maître. L'avis contraire. Je le fais exprès parce que ça montre tout l'esprit d'une certaine magistrature. Je vous passe sur le fait que Le Monde, d'autres libés ont tous été écœurés. Mais écoutez bien ce que dit le président de la Cour d'appel de Rennes le 12 janvier 2007. Ça donne l'état d'esprit de la justice. La révision eût été la porte ouverte à une instabilité, à une insécurité juridique et judiciaire gravement dommageable. Le refus de réhabiliter Cessnec est un coup d'arrêt à ces tentatives de rendre provisoire toute décision de justice. L'acte de juger doit rester sanctuarisé. Voilà l'avis de beaucoup de magistrats. Et je crois que ce n'est pas eux qui font la loi. C'est à vous, députés et sénateurs. Et on a tenté de le faire. Votre président de l'époque avait dit il faudra voir avec quel esprit ça va être appliqué. Ils ne l'appliquent pas. Ils ne veulent pas l'appliquer. Alors c'est vrai que ma mère est morte, mon grand-père est mort, tout le monde est mort, mais c'est pas une obsession chez moi. Ça peut paraître comme ça, mais c'est insupportable. Insupportable. Jean-Yves Yves Dutheil, quel chanteur, petit-neveu de Dreyfus. Petit-neveu de Dreyfus, il n'a même pas connu son grand-oncle. Eh bien, il ne supporte pas l'injustice. Je cite quelqu'un de connu, hein, bon, parce que ça se transmet dans la famille. C'est pas un condamné seulement qui est condamné, c'est sa famille. Mon grand-père aurait été condamné pour un acte quelconque, petit garçon, j'ai connu quand j'étais tout petit. On m'aurait dit qu'il aurait tué 50 personnes, j'aurais trouvé ça super, parce qu'un petit garçon, plus ça shoot, plus on en rajoute. Hein. Probablement. Mais avoir tué son ami, pas de cadavre, pas d'aveu, rien, c'est inadmissible. Il faut que la justice française, si elle veut se réhabiliter devant l'opinion, il faut qu'elle réhabilite Cessnec. Le reste, ça sera du pipeau. C'est complètement un délire complet. Excusez-moi, j'étais trop long. Je vous ai amené 2 livres, ça va me décharger d'1 kilo. Excusez-moi. Messieurs les rapporteurs, alors peut-être un propos d'introduction là-dessus. Mon sentiment premier, alors j'ai bien noté pour les propositions, je vais y venir naturellement, mon sentiment premier, conforté par le fait qu'en dehors du cas de Patrick Dix, dont j'ai obtenu la révision, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, j'ai porté à ce jour une quinzaine de dossiers devant la commission de révision, tous des dossiers criminels, sur une période, on va dire maintenant, de plus de 15 ans, 16 ans. Le constat, je dirais d'emblée, qui est accablant, c'est que le système actuel, tel qu'il repose sur les dispositions de l'article 622, notamment 4 du Code de procédure pénale, n'est pas satisfaisant. N'est pas satisfaisant du tout, et dans ses dispositions textuelles, et dans l'esprit dans lequel il est appliqué par les personnes qui ont l'honneur de siéger à la commission de révision, essentiellement. Alors, il n'est pas satisfaisant, pourquoi ? Il n'est pas satisfaisant, le système actuel, parce que, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, sur les 4 cas de l'article 622, c'est essentiellement le 4e cas, un élément nouveau permettant de douter de la culpabilité du condamné, qui est appliqué. Les 3 autres cas, je ne dis pas qu'ils sont anecdotiques, mais les 3 autres cas ne font pas franchement difficulté. Sur ce 4e cas, l'alinéa n'est pas suffisamment précisément défini. Et actuellement, il faut s'en rapporter à la jurisprudence de la commission de révision pour savoir ce que c'est qu'un élément nouveau et surtout quel doute il doit apporter quant à la culpabilité. Un grand doute, un doute sérieux, un doute extrêmement important. On sait qu'en pratique, il faut que ça soit un élément nouveau, c'est-à-dire qui était inconnu
au moment des derniers débats devant la cour d'assises, soit qu'il n'existait pas, donc il ne pouvait pas être connu, soit qu'il existait mais qu'on ne le connaissait pas, soit un élément qui est survenu postérieurement à la condamnation et qui était donc forcément également inconnu de la dernière juridiction criminelle. Bon. Cette partie-là, quant à ce qu'est l'élément et ce qu'est sa nouveauté, ne fait pas difficulté parce que, je dirais, c'est une définition objective mécanique. C'était connu, c'est dans les débats du juge d'instruction, de l'enquête de police, du juge d'instruction et des procès-verbaux, les débats étant oraux devant la cour d'assises, où ça y est pas. Ça y est pas, ça peut être considéré comme nouveau. Ça y est, c'est pas nouveau, passez votre chemin. Bon. Et qu'il soit né avant ou après, la définition de la nouveauté est purement objective. Donc, cette première partie de l'élément ne fait pas de difficulté. Permettant de douter de la culpabilité, alors là, naturellement, c'est plus un élément objectif, mais c'est un élément totalement subjectif. Douter, mais quel doute? Un doute important, raisonnable, pour l'homme bon et juste, pour le citoyen, pour le café du commerce ou pour l'avocat et le juriste et le magistrat que vous êtes, messieurs les rapporteurs. C'est pas la même notion, naturellement, de doute. Bon, là, il n'y a pas de définition suffisamment précise. Mais surtout, on est forcé de reconnaître, moi c'est le fruit d'expérience sur 15 ou une vingtaine de dossiers, que même lorsque vous apportez des éléments nouveaux, incontestables sur le plan objectif, donc qui n'étaient pas connus de la juridiction de jugement criminel, et qu'ils permettent de douter de la culpabilité, l'on sait très bien que dans 99% des cas, la commission n'en tient pas compte et surtout viole le texte de la loi en ce qu'elle devrait dans ces cas-là saisir automatiquement la cour de révision. C'est ça le texte. S'il y a un élément nouveau qui permet de douter, sérieusement, on est d'accord, pas un tout petit doute, sérieusement, la cour doit être automatiquement saisie. Or, la plupart du temps, la commission claque la porte, ne saisit pas la Cour, et comme il y a naturellement, ce qui est logique, pas de recours sur la décision de la commission, s'en est terminé. Et comme vous avez épuisé tous vos éléments nouveaux dans votre requête introductive, eh bien, c'en est terminé la révision. Ça, c'est la réalité vécue. Donc, est-ce qu'il faut fusionner la commission et la Cour? À mon avis, oui, parce que 2 degrés déjà de juridiction à ce niveau-là, ça me paraît totalement inutile. Je vous cite le cas de Patrick Ditz, que monsieur le rapporteur, vous l'avez évoqué. Aller devant la commission de révision pendant des années, ordonner, ce qui a été le cas de la commission de révision, on ne s'en plaindra pas, toute une série de suppléments d'informations. Saisir la Cour, très bien, on ne s'en plaindra pas non plus. Pour que de nouveau la Cour, pendant 2 ans, ordonne des suppléments d'informations, je crois, optimisons les dépenses du budget du ministère de la Justice, soyons réalistes et gagnons du temps, que ce soit une même juridiction, qu'on l'appelle commission ou cour, qui organise tout ça et qui décide, in fine, de refermer le dossier ou d'anéantir la décision et de saisir une nouvelle cour d'assises, ou naturellement d'un autre département. Bon, il me semble que ça, actuellement, avec le degré de juridiction, ça ne fonctionne pas. Mais je dirais plus généralement, que l'on rebaptise ça cour, commission ou autre, il faudra, vous, représentation nationale, que vous soyez amenés à définir plus précisément que ce n'est le cas actuellement, les critères de la révision, notamment la ligne 4 de l'article 622, s'il reste sous le numéro 622, et surtout que lorsqu'il y a ce doute, cet élément nouveau qui permet de douter de la culpabilité, je vous citerai un exemple très précis que j'ai en tête qui m'a beaucoup marqué, il y ait, je dirais, quasiment à ce stade-là, obligatoirement un anéantissement de la décision de condamnation et la désignation de nouvelles cours d'assises. Et ça n'ouvrira pas la porte à des tas de cas fantaisie, parce que vous le savez très bien, vous êtes, monsieur le rapporteur avocat, vous êtes, monsieur le rapporteur magistrat, vous savez très bien que pour déjà arriver dans un dossier où une personne a été condamnée de manière criminelle définitive à avoir des éléments nouveaux, c'est déjà très rare, et qui permettent de douter de la culpabilité, c'est encore plus rare. Donc, même si cette loi est réformée, même si elle est assouplie, ça n'ouvrira pas pour autant la porte à des milliers de cas de révision. Et ça ne portera pas atteinte à l'ordre qui doit rester naturellement, qui ne peut pas être bougé. Moi, j'aime pas le terme sanctuarisé, effectivement, parce que je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose appliquer une décision de justice, surtout si elle recouvre une erreur judiciaire. Mais ça n'entraînera pas une instabilité du paysage juridique, parce que les cas resteront extrêmement rares. Je vous cite un exemple, parce que je crois que c'est le plus parlant de tout. Un dossier devant la commission de révision, une jeune fille, lorsqu'elle était mineure, avait accusé son père de l'avoir violée. Son père et que son père. Elle l'avait accusé, elle avait maintenu, y compris devant la cour d'assises, ses accusations de viol. Le père, peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas moi son avocat, pas bien conseillé ou pas conseillé du tout, in fine, devant la cour d'assises, alors qu'il avait toujours nié à l'instruction, reconnaît 3 heures avant les réquisitions de l'avocat général la totalité des faits. Il est condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle. La jeune fille devient majeure, prend, je dirais, un peu l'air, réfléchit à tout ça, charge un avocat, un nouvel avocat, et lui dit, voilà, j'ai totalement menti. Je suis prêt à vous expliquer pourquoi j'ai menti, comment, à quelle fin. Elle en fait un livre de 120 pages où elle explique tout.
Le père, qui a purgé sa peine et qui est libre, dit ben moi, je reviens naturellement sur mes aveux. Voilà une situation objective. Est-ce que dans ce dossier, il y a un élément nouveau? Ben oui, car quand la cour d'assises a condamné ce père de famille, la fille l'accusait et lui reconnaissait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle situation, puisqu'elle dit je me suis rétracté, et le père dit je ne l'ai pas fait. Voilà bien des éléments nouveaux. Est-ce que ça permet de douter de la culpabilité? Ben oui, puisqu'il n'y a pas d'autres accusateurs. Il n'y a pas de multivictimes, il n'y a pas des petites voisines, il n'y a pas un oncle, un cousin, un parent. C'est le face-à-face entre la fille, devenue majeure, et le père. L'un n'accuse plus, l'autre s'est rétracté. Objectivement, dans la communauté judiciaire auquel nous appartenons, ce sont bien des éléments nouveaux sur le plan objectif. Qu'est-ce que me répond la Cour? Certes, ce sont deux éléments nouveaux. Certes, ça permet de douter de la culpabilité, mais nous décidons de ne pas réviser et nous ne saisirons même pas la Cour. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que voilà un exemple très précis qui remonte à 5 ans, 6 ans, le temps passe vite, 7 ans peut-être, où les éléments de l'article 622.4 sont entièrement réunis, où la Commission n'a pas le choix de saisir ou de ne pas saisir, elle doit saisir la Cour, qui, elle, en l'état de notre dispositif législatif, doit décider en toute souveraineté, et après encore réexamen, puisque c'est le système actuel, d'anéantir ou non la condamnation. Mais le droit à la saisine de la Cour, il nous est acquis. Or là, on nous dit non, circuler, il n'y a rien à voir, nous ne saisirons pas la Cour. Ça, c'est bien la preuve que, je dirais, l'esprit de la loi, tel qu'il est actuellement, que je trouve déjà trop restrictif, la loi par l'esprit, même la loi très restrictive actuellement, l'esprit qui la guide et que les parlementaires qui vous ont précédé ont voulu n'est pas respecté. C'est donc la preuve que le système actuel ne fonctionne pas. 30 secondes. C'est concret. Je crois que surtout la vraie réforme, la grande réforme sur la révision, qui est quand même la pièce maîtresse pour que la justice soit moins injuste, parce qu'elle ne peut pas être parfaite, c'est que si quelqu'un est jugé en assise par un jury populaire, il doit y avoir une introduction de jury populaire à la révision. Les magistrats ne le feront jamais. Pour illustrer ce que vient de dire Maître Florent, pour l'affaire Sesnec, je vous donne un fait qui n'a pas été retenu comme fait nouveau. Vous jugerez vous-même. La météo nationale m'a donné raison. Mais les magistrats ne l'ont pas reconnu. Ils ont reconnu que c'était un fait nouveau incontestable. Je cite, incontestable. Mais ils ne l'ont pas retenu. C'est une histoire de température. Ils ont dit, effectivement, il y a une histoire de température, je ne rentre pas dans le détail. Il dit, effectivement, il n'a pas gelé dans la nuit du temps au temps, mais on peut imaginer un microclimat. Ça fait rire tout le monde, ceux qui connaissent le dossier. Mais quand on ne veut pas, on ne veut pas. C'est en cela que votre travail est très important. S'il faut que la magistrature, la justice au plus haut niveau, admette que de temps en temps, il y va de sa crédibilité. Il y va de sa crédibilité. Qu'une justice, je pense, en Angleterre, il m'avait invité pour une émission. Mon anglais, mon grand-père était condamné. C'est de Birmingham, il y a longtemps, il y a 20 ans. La crédibilité de la justice anglaise, anglo-saxonne pour faire plus global, ils avaient encore les perruques, maintenant ont été supprimées, c'était qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient fait 17 ans de prison injustement, que la police avait truqué des preuves. Ils l'ont reconnu. Vous ne pouvez pas savoir combien la justice anglaise est plutôt respectée. Je dis pas, c'est pas parfait bien sûr, mais plutôt respectée parce que les Anglais savent, je cite l'Angleterre, ils savent que globalement, elle fait tout pour reconnaître une erreur. Nous, actuellement, le système français, demander à n'importe qui, on a peur de la justice française. Parce que c'est une machine folle qui peut déboucher sur... On m'invitait à l'École nationale de la magistrature. Il y avait 400 élèves. Et ils ont dit, on est devenu une tour d'ivoire, pourquoi? Mais d'abord, vous voyez jamais de magistrats condamnés. Est-ce qu'il y a des magistrats qui frappent leurs femmes? Il y en a qui sont bourrés, il y en a qui se garent mal. Vous avez déjà vu un magistrat en correctionnel, vous? Moi, jamais. Réveillez-moi en pleine nuit si vous en voyez un. Alors, je ne dis pas ça contre les magistrats, c'est un métier très difficile. Je ne voudrais pas le faire. C'est très difficile. Mais qu'il y ait une culture, je ne sais pas comment peut être articulée la loi, mais qu'il y ait une culture, un esprit qui change. Ils ont le sentiment profond que Maître Florent n'aimait pas ce mot, mais je l'ai cité exprès. C'est sanctuarisé. C'est ça qui n'est pas admissible. Permettez-moi de recadrer un petit peu nos débats. Vous venez, et l'un et l'autre, de nous faire un portrait très intéressant qui convainc beaucoup de monde, qui a convaincu en tout cas Madame Lebranchu. Maintenant, je voudrais voir avec vous
plus précisément, point par point, ce que vous estimez devoir être changé ou pas. Bon. Première chose, en ce qui concerne la composition, vous savez que nous avons donc la commission, la cour de révision et la structure propre aux demandes de réexamen. De ce que j'ai cru comprendre, vous estimez qu'à partir du moment où vous avez été jugé par un jury populaire en matière de crime, s'il doit y avoir demande de révision, ça doit être un jury, enfin, une composition dans laquelle il ne doit pas y avoir que des magistrats. Nous en sommes bien d'accord. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi sur ces propositions-là? Est-ce que vous auriez quelque chose à nous présenter? Différence, mais qui ne nous oppose pas, mais c'est une différence de pensée. Moi, je ne suis pas favorable, on s'en est expliqué avec Denis Seznec, qui est un ami, moi je ne suis pas favorable, j'entends son parallélisme des formes qui consiste à dire condamner à tort par une juridiction populaire, il faudrait que la révision passe par une juridiction populaire. Moi, je pars du principe que ces questions-là sont quand même extrêmement techniques. Je pense que la mixité, à part la cour d'assises qui fonctionne globalement bien, je pense que la mixité avec les citoyens assesseurs ou les citoyens jurés, sauf la cour d'assises, ce n'est pas quand même une extraordinaire solution. J'en veux juste un exemple. Vous savez naturellement parfaitement qu'il y a eu une tentative sous la précédente législature de mettre des citoyens assesseurs devant certains tribunaux correctionnels dans 2 cours d'appel pilote, dont Dijon, pour juger des affaires difficiles. Le rapport a été rendu par le garde des Sceaux il y a peu de temps. Il faut dire les choses comme c'est, ça n'est pas satisfaisant. C'est lent, c'est long, c'est coûteux. Moi, j'ai été un peu associé à ces travaux à la cour d'appel de Dijon. Le bilan n'est pas bon. Donc, parce que je crois qu'à chacun son métier, tout simplement. Rendre la justice, c'est un métier. Alors, il y a une magie de la cour d'assises. Pas moi qui dirais le contraire, j'y suis au moins une fois par mois dans toute la France. Il y a une magie qui est la cour d'assises, mais la magie, elle n'est pas partout. Mettre des assesseurs, des jurés populaires pour la révision, avec ou sans mixité, moi, je ne suis pas un très grand partisan. Je pense que les magistrats de la Chambre criminelle et de la Cour de cassation peuvent sereinement reprendre tout ça, à condition de fusionner commission et cour, à condition de changer, que dans votre projet ou proposition de loi, dans vos travaux, à l'issue de votre rapport, les critères soient affinés, notamment sur l'élément nouveau, mais surtout, ce qu'a dit M. Seznec, et c'est ça le plus compliqué parce que ça ne dépend pas du législateur, c'est que l'état d'esprit change. Je voudrais aller plus loin maintenant. Bon, j'ai entendu votre différence d'appréciation l'un et l'autre sur la présence. Maître Leborgne, que nous avons reçu tout à l'heure, chacun connaît les qualités, lui est très favorable à la présence de non-professionnels. Maintenant, je pose le problème suivant. L'une des propositions de Georges Fenech, dans sa proposition de loi de 2007, était que la composition de la Cour de révision se fasse à partir de magistrats n'appartenant pas forcément à la chambre criminelle, mais à toutes les chambres de la Cour de cassation. En tant que spécialiste du droit, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Là, au sein des chambres de la Cour, ça me paraît une bonne chose. Moi, la mixité, c'est comme la collégialité, c'est source d'enrichissement et d'apport. Ça, j'en suis intimement persuadé. Alors, ça peut être une mixité entre magistrats, ça peut être une mixité entre les différentes chambres de la Cour de cassation. Ça me paraît tout à fait favorable. Mais plonger avec 5 ou 6 conseillers de la Cour de cassation, 5 en l'état de la commission, un citoyen ou 2 citoyens ou une autre personnalité qui va passer par là, ça, moi, personnellement, je n'y suis pas favorable. Je continue mes questions. Là, je m'adresse aux spécialistes du droit. Est-ce que vous estimez que la composition de cette cour spéciale doit être préexistante, c'est-à-dire que chaque année ou tous les 2 ans, la composition soit ainsi prédéterminée plutôt que ce soit un attribut qui soit adressé soit au Premier président, soit au procureur général? La composition ne devrait pas être la même sur une période. Il y a pas, je n'aime pas cette expression, mais moi, ce qui m'a frappé devant la commission de révision, c'est qu'il y a un turnover qui est très faible. Pendant 7 ans, 8 ans, vous pouvez être devant la commission de révision, vous allez tomber, si vous avez la même section, vous allez tomber sous les mêmes magistrats. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne chose? J'en suis pas persuadé. Moi, je suis favorable à la mixité. L'idée du président Fenech, qui est une mixité entre les chambres, toute chambre de la Cour de cassation, ça me paraît une bonne chose, mais avec un roulement. Il faudrait pouvoir peut-être être à la commission de révision, à la Cour, enfin, cette nouvelle structure, vous appellerez comme dans les mêmes, et d'ailleurs, c'est le même problème pour le parquet général. Je ne suis pas sûr que ça, enfin, je suis même certain que ce n'est pas une bonne chose.
parce que ça sanctuarise encore plus. C'est des questions purement juridiques, tout ça. Deuxième chose, en ce qui concerne le 4e alinéa de l'article 622. Après une condamnation vient à se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès. Est-ce que vous avez eu une réflexion personnelle sur ce que peut être un élément inconnu de la juridiction au cours du procès, puisque on dit bien ou fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au cours du procès. Le procureur général, M. Marin, que nous avons interrogé, nous dit que pour lui, il n'y a pas d'élément jurisprudentiel qui permet de déterminer ce que c'est cet élément inconnu. Et certains nous proposent de fusionner le fait nouveau et l'élément inconnu, autrement dit, de faire disparaître la notion de fait nouveau pour simplement retenir la notion d'élément inconnu de la juridiction au jour du procès. Quel est votre avis? En pratique, la plupart du temps, l'élément nouveau, c'est un témoignage. Pas tout le temps, mais c'est quand même l'essentiel des cas sur cet alinéa d'application de l'alinéa 622.4. Alors, est-ce qu'il faut fusionner les deux termes entre élément et fait? Ça, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça simplifiera certainement la compréhension de l'article. Alors, je vais juste parce que je ne voudrais pas que ça me sorte de l'esprit. Mais il y a quelque chose aussi qui me paraît essentiel dans les éléments nouveaux, c'est les progrès de la science. Parce qu'on se heurte, vous le savez très bien, avec le problème de la conservation des scellés pendant 3 ans. Les progrès ADN avancent. Et quand on arrive enfin à une décision et qu'on dit, réexaminons les scellés, on va avoir la réponse assez rapidement. Ah, on nous dit les scellés ont été détruits. Alors ça, c'est un grand. Nous allons faire tout un certain nombre de propositions avec Georges Fenech sur les conservations de scellés. L'une des propositions qui serait faite, ce serait tous les 5 ans de ressaisir par le procureur général pour connaître la position de l'accusé. Pour le cas où il ne dit rien, dans ce cas-là, les scellés disparaîtraient. Pour le cas où il demande à ce que les scellés soient conservés, ce serait la chambre de l'instruction qui serait amenée à juger sur la nécessité de conserver ou pas les scellés. Voilà, donc et on ferait ça tous les 5 ans à peu près. Parce que on nous a parlé de 1 500 000 scellés actuellement. Donc c'est évidemment quelque chose d'important en termes de coûts, etc. Mais on fera des propositions en la matière. Mais puisque vous êtes vraiment l'un des spécialistes là-dessus, je voudrais revenir sur cette notion de fait nouveau. Qu'est-ce que c'est pour vous un fait nouveau en dehors d'un témoignage inconnu au moment du procès? Pour être un élément matériel qui n'ait pas été connu au moment du procès, qui est découvert après. Alors par exemple, je pense dans l'Est de la France, une sombre affaire criminelle non élucidée, où on n'avait jamais retrouvé l'arme à feu. La victime était morte de plusieurs coups d'arme à feu, ça c'est certain. L'arme n'a jamais été retrouvée. Plusieurs personnes avaient été suspectées, ça n'avait absolument rien donné. Une personne était condamnée qui ne devait pas être la bonne. Et à l'issue de tout ça, au moment d'un déménagement d'une maison, après décès d'un suspect, les héritiers vont au commissariat de police parce qu'ils ont découvert une arme. Cette arme aurait dû mériter une analyse. Ça, c'est un élément nouveau. On n'avait jamais trouvé une arme. Elle est trouvée chez un suspect, elle était cachée. Cette arme-là, si elle avait pu être examinée, est, à mon avis, un élément nouveau, totalement inconnu. Alors, totalement inconnu, c'est certain, mais ça peut être un élément. Donc, c'est un témoignage, c'est un élément matériel, technique, qui n'a pas été appréhendé pendant les débats, sans que ce soit forcément la faute de quiconque. Je vous suis. Je veux aller plus loin maintenant sur cette notion d'élément nouveau, parce que là, je m'adresse aux spécialistes aussi. Est-ce que l'élément nouveau est un élément qui peut quand même être dans le dossier? C'est-à-dire qu'un élément nouveau qui n'est pas... Est-ce qu'un élément qui est dans le dossier, qui n'a pas été étudié au niveau de la cour d'assises, est un élément nouveau? La jurisprudence de la commission de révision, non. Du moment que ça a fait l'objet... Voilà. Je l'entends bien. C'est là où il me semble qu'il faut élargir, parce que cet élément a pu être considéré comme sans aucun intérêt au cours de l'instruction, a fait l'objet d'un simple procès verbal, d'un acte, quel qu'il soit. Mais on n'a pas du tout conçu quelle pouvait être l'importance pour la résolution criminelle de l'affaire, et on s'aperçoit après coup que c'était un élément extrêmement important et qui a été totalement sous-estimé. Donc cet élément, bien qu'il soit dans le dossier et qu'il n'est pas nouveau, doit, à mon avis, dans la nouvelle loi que vous appréhenderez, devenir cet élément nouveau. Continue, parce que là aussi, c'est l'avis du spécialiste qui me passionne. Donc, comment peut-on savoir si un élément est un élément nouveau ou pas, alors même que nous sommes dans le cadre
de décisions criminelles qui ne sont pas motivées. Est-ce que l'élément nouveau résulte de ce qui est écrit par le greffier, et donc des notes du greffier? Est-ce que l'élément nouveau résulte des attendus, de la motivation, comme nous le souhaitons qu'elle intervienne, apparaissent dans l'arrêt de la cour d'assises ou pas? Avant la loi sur la motivation, l'élément, on le trouvait dans le dossier d'instruction. Est-ce qu'il y avait un acte au niveau de l'enquête de police et puis de l'instruction? Est-ce qu'il y avait un acte, quel que soit l'acte, un soit transmis, un PV, quel qu'il soit, un scellé, qui faisait mention de cet élément? Si rien n'en fait mention, il était totalement nouveau. Sinon, il avait déjà été évoqué, mais peut-être pas comme il aurait dû l'être. Alors, sachant naturellement que la loi sur la feuille de motivation est déjà un très grand progrès qui évacuera certainement à terme un certain nombre d'erreurs possibles. J'insiste également sur ce fait, c'est que dans aussi ce qui a comme été un progrès dans la lutte contre les erreurs judiciaires, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est la loi Guigou qui permet l'appel des arrêts d'assises. Parce qu'il est évident qu'il y a comme un certain nombre d'appels, d'acquittements en appel qui font également que ça évacue le spectre possible d'une erreur judiciaire. Donc la loi Guigou sur l'appel des arrêts criminels avec un certain nombre d'acquittements et la feuille de motivation, ce sont déjà de deux progrès majeurs. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment pour appréhender l'élément nouveau. L'une des questions que je voudrais vous poser, je pose volontairement tout un certain nombre de questions techniques, parce que nous, ça nous intéresse. Monsieur le procureur général, après la Cour de cassation, a été très sensible au rôle que la partie civile pourrait jouer dans cette nouvelle procédure de révision. En particulier, lorsqu'il apparaît qu'un élément nouveau intervient et qu'il faut saisir une nouvelle cour d'assises, et quelle est la situation de l'accusé, qui est par définition en prison et qui va être jugé, et pour certains, dans l'affaire, ça s'appelle déjà celle d'Angers, là, celui qu'on a ressorti, là, qu'on a remis après en prison, dans l'affaire Le Prince. Voilà. Est-ce que à ce niveau-là, il est nécessaire, à votre avis, d'entendre la partie civile pour connaître sa position sur une éventuelle remise en liberté provisoire? C'est-à-dire que sur les questions de remise en liberté, le cas ne s'est posé à ma connaissance qu'une fois depuis la Libération, c'est le cas effectivement de Dany Le Prince. Il me semblerait juste, en termes de parallélisme des formes, que la partie civile soit consultée, mais exclusivement sur la question de la remise en liberté, pas sur la révision, du moins certainement pas à ce stade-là, commission ou cours de révision, et qu'elle soit consultée sur son avis quant à la remise en liberté éventuelle. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, quand on a un détenu qui n'a pas encore été jugé par une cour d'assises et que l'on va devant la chambre de l'instruction demander la remise, ou devant le juge d'instruction, ou la chambre de l'instruction demander à la chambre d'instruction la remise en liberté, la partie civile est convoquée, elle peut envoyer son avocat, déposer un mémoire et dire je suis contre ou pour telle et telle raison. Donc je ne vois pas pourquoi, s'il y a un problème de remise en liberté rarissime devant l'actuelle commission de révision, la partie civile ne serait pas non plus, pour le coup, consultée, mais exclusivement sur la question de la remise en liberté. Donc ça ne m'aurait pas choqué que lorsque la commission de révision a remis en liberté, ce qui est vraiment exceptionnel, Dany Le Prince, la partie civile a été consultée à ce sujet en parallèle des formes, ce qui existe aussi d'ailleurs, monsieur le rapporteur, pour les libérations conditionnelles criminelles, puisque maintenant, dans le cas des libérations conditionnelles, la partie civile est avertie qu'il y a une demande de libération conditionnelle et on demande quelles sont ses observations. 9 fois sur 10, elle n'en fait pas, mais 1 fois sur 10, elle en fait. Donc ça ne me choquerait pas. Dernière question que je voudrais vous poser, et puis je vais donner la parole à Georges Fenech, c'est sur les droits spécifiques des descendants. Ça interroge M. Cesnec. Lorsque la personne est morte, est-ce que l'on doit arriver à rejuger, simplement à décharger la mémoire? Quel est, à votre avis, le droit le plus applicable et le plus invocable en ce qui concerne ceux qui agissent au nom d'un ascendant qui a disparu entre-temps? Parce qu'il est mort me paraît
assez inenvisageable, ou du moins surréaliste. En France, il n'y a pas de parallèle, si ce n'est les procès par contumace, mais on sait que les procès par contumace durent quelques instants, puisqu'on constate le départ, on va dire, définitif de la personne accusée de la sphère nationale, en fait qu'il est en fuite, et on prononce la peine maximale prévue par le Code pénal pour l'infraction pour laquelle il était poursuivi. Donc, à part cet exemple, et qui n'est pas un vrai procès, puisqu'on applique une sanction mécanique, il n'y a pas d'autre exemple. Je ne vois pas comment on pourrait réorganiser un procès alors que l'accusé est mort. Donc il me semble qu'il faut aller vers une décharge de la mémoire. Mais une cour d'assises qui prendrait des semaines et des semaines pour rejuger une cause célèbre décédée, je ne vois pas comment on pourrait mettre ça en place et surtout quel sens ça aurait sur le plan juridique. Par contre, décharger la mémoire du mort, oui, évidemment. Monsieur Seznec, c'est votre point de vue aussi? Non, mais il y a une chose très très importante que je vous dis quand même, c'est que dans des cas célèbres de réhabilitation, mon grand-père en l'occurrence, il y a la part de l'intime conviction, c'est ce qui nous distingue des anglo-saxons. L'intime conviction, elle ne peut pas convenir totalement s'il n'y a pas une participation exclusive ou partielle d'un jury populaire. C'est en cela que je rejoins vraiment Le Borgne, ce que vous m'en rapportez, parce que je crois que l'intime conviction, on n'a pas besoin de cadavre, pas besoin d'aveu, pas besoin d'armes, pas besoin, et on vous condamne quand même, parce que les gens sont intimement convaincus. Eh bien, je demande que cette part, on est jugé par le peuple, il doit y avoir une part du peuple ou une exclusivité du peuple dans une révision. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Le fait nouveau, s'il n'existe pas, comment voulez-vous l'inventer? Vous ne pouvez pas inventer un fait nouveau. Si on vous inculpe de choses dont il n'y a même pas de cadavre, il n'y a rien, comment voulez-vous trouver des faits nouveaux s'ils ne sont pas recevables même? La loi, c'est Maître Florent cite Madame Guigou pour l'appel. Je vous signale, c'était en 2000, 15 juin 2000. On était un des derniers pays où il n'y avait pas d'appel. C'est pour vous dire, la remise en cause d'un jugement, c'est extrêmement difficile. D'autant plus qu'on n'a pas... C'est une question de moyens aussi. Moi, enfin, dans l'affaire qui me préoccupe le plus, je n'ai pas les moyens, hein, je n'ai pas de moyens du tout. Vous pouvez interroger n'importe quelle affaire. Outreau, ce n'est pas une révision, c'est un deuxième jugement. Grâce à Guigou, d'ailleurs, d'une certaine façon, hein. Enfin, à cette loi. Mais revenir sur un jugement, c'est extrêmement difficile, et particulièrement quand l'intime conviction, qui est à la base de notre droit, intervient. Dans le cas que j'ai cité, peut-être avec trop de passion, peut-être, c'est à une voix, et les jurés n'ont pas obtenu la révision. La part de l'intime conviction n'est pas... Comment voulez-vous présenter des faits nouveaux? Il y a une amélioration que Brodin et Baudelot ont souligné à l'époque devant la commission de révision. Il y a une évolution, c'est qu'on pouvait représenter des anciens faits nouveaux, des faits nouveaux qui avaient déjà été évoqués. Autrefois, c'était interdit. Le 23 juin 89, la loi dite Seznec a amélioré les choses, c'est-à-dire qu'on pouvait revenir sur des anciens faits nouveaux. Mais je vous rappelle que dans les morts, il n'y en a que 3. Alors, vous me demandiez mon avis, j'étais un petit peu long, mais décharger la mémoire du mort, c'est la phrase officielle. Hein. C'est la phrase officielle. Satisfait. Bon. Vous avez parlé à plusieurs reprises que c'était une voie de majorité. Comment savez-vous cela? Qui a eu lieu en 2006, c'était secret. Alors ça aussi, ça me heurte. Je ne vous cache pas que ça me heurte. Ah oui, on le sait parce que tout ce qui est secret, on le sait quand même. On finit par le savoir. Si c'était que Maître Brodin qui a été appelé à part parce qu'il y a des relations amicales, etc. Mais il y a toute une procédure que j'ai vécue de l'intérieur qui est presque inexprimable. Presque inexprimable parce que les gens ne se rendent pas compte comment c'est difficile. Produire, par exemple, je dis ça devant 2 avocats, donc et un magistrat, produire une feuille qui dit le contraire d'un fait véridique, si le président ne vous l'a pas réclamé, vous n'avez pas à le donner, il ne le regarde même pas. J'ai vu Brodin reprendre un papier, le mettre dans sa sacoche, et en sortant, je lui dis, mais pourquoi, maître, vous avez repris ce papier? Il me dit, le président ne vous l'a pas demandé, il ne le lira pas. Où est la vérité? Dites ça au grand public, vous allez passer pour n'importe quoi. Vous n'avez pas, moi je parle pour moi, hein, vous n'avez pas le sens de la procédure que peut avoir un avocat ou un magistrat. Vous ne l'avez pas, vous avez toujours le bon sens, disons. Alors l'intime conviction, c'est très très important. Oh pardon, excusez-moi. Élément nouveau.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler très, très rapidement Oula. quel était l'élément nouveau que vous aviez soumis à la Cour de révision et qui n'a pas entraîné la décision de révision? Je vais vous fournir un document, mais de tête, il y avait la température, il y avait, c'est pas dans l'ordre, hein, il y avait des témoins qui n'avaient pas été entendus. On a émis l'hypothèse de base qu'il y avait un trafic des Cadillacs, etc. La réponse, je vous dis de tête, hein, la réponse de la commission, c'était à l'époque, c'était de dire, malgré nos recherches dans les archives, nous n'avons pas trouvé de traces de trafic de voitures américaines de la Seconde Guerre mondiale vers l'Union soviétique. C'est une réponse, je ne vois pas des brigades de magistrats débarquer dans des archives quelconques. Hein. Quand les archives soviétiques sont revenues, celles que les nazis nous avaient prises pendant la guerre, quand ils ont été rendus, j'étais le premier à les consulter à Fontainebleau. Eh bien, pour Cessnec, il y avait un dossier qui était traduit en russe d'ailleurs. Un dossier qui était épais, mais il n'y avait qu'un feuillet. Il n'y avait pas de RG à l'époque. C'était la police qui demandait ce que faisait un juge, parce qu'il y avait un juge qui était parti de mon grand-père, etc. Et dans les faits nouveaux, je préférais vous fournir le document par la suite, parce que je l'ai plus je risque d'avoir des trous de mémoire. Alors, mais il y avait plusieurs faits nouveaux. Sur la question centrale aussi de notre mission, sur la question du doute, est-ce que vous souhaitez nous donner votre avis? Est-ce que vous croyez que la loi de 89 a réglé tous les problèmes là-dessus? Autrefois, on parlait de certitude, quasiment de culpabilité. Aujourd'hui, c'est le doute, de culpabilité. Mais est-ce que, au fond, la loi de 89 ne mériterait pas encore d'être davantage précisée dans ce qu'est l'esprit du législateur? Si, monsieur le rapporteur. Vous avez répondu par anticipation. Il faut que la nouvelle loi, en ce qui concerne l'article 122.4, intègre l'esprit législateur, c'est-à-dire qu'elle dise ce qu'est le doute et quelles conséquences il va produire. On sait qu'actuellement, la jurisprudence de la commission de révision, qui n'est pas satisfaisante, c'est un doute qui est quasiment l'équivalent d'une certitude quant à la culpabilité, ce qui n'est pas quand même tout à fait l'esprit du législateur de la loi en vigueur. Donc là, il faut certainement définir plus précisément, en plus il s'agit d'une notion subjective, définir plus précisément ce qu'est le doute. Pensez à la formule ou doute léger ou le moindre doute. Le moindre doute. Je peux l'illustrer en 10 secondes. Le moindre doute. Les magistrats, sur 33 votants, on a perdu à très peu. Ce qui a fait dire à mes avocats, avant le vote, on craint les 4 ou 5, ils ont dit exactement, 4 ou 5 magistrats qui sont pour l'innocence. Launay, qui était l'avocat près de la Cour de cassation, avait dit « Vous avez un grand devoir », il a parlé 3 heures, hein, « Vous avez un grand devoir devant vous, c'est celui de réhabiliter Cessnec ». Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça. Hein. En tout cas, pour moi, c'était la première fois. Eh bien, oh, pardon. Je crois que oh, tant pis, je vais être trop long. Oui, alors Hossein a fait une pièce sur Hossein. C'est Robert Hossein, c'est une pièce. Mais ils ont fait voter les Français, Suisses et Belges par téléphone et Internet. 94% des Français ont dit que mon grand-père était innocent. Bon, c'est un vote, c'est du théâtre, mais les gens sont libres. Ils téléphonent ou Internet, vous savez, il a fait un truc, taper 1, taper 2, etc. Mais c'est pour dire qu'il y a un décalage entre la magistrature qui a refusé de réhabiliter mon grand-père, à la demande de la chancellerie, et le vote populaire. L'intime conviction me tient beaucoup à cœur, parce que je crois que dans l'esprit des gens, mon grand-père est réhabilité. Ça, c'est heureusement. Ce qui avait fait dire à Bilger, avec son élément que vous connaissez, il a dit, Denis, est-ce que tu aurais préféré qu'il soit réhabilité officiellement et que dans l'opinion publique, ce soit comme ça, ou l'inverse? Eh ben, je me suis rendu compte que, à la limite, cette situation ne me sied pas du tout. Hein. Mais je préfère que l'opinion considère mon grand-père comme un innocent, c'est ce qui est inscrit actuellement, qu'une justice qui ne veut jamais reconnaître ses erreurs. Je plaide pour la justice, là, actuellement. Parce que, bien sûr, c'est mon grand-père, mais la justice, sa crédibilité passe par le fait qu'elle reconnaisse de temps en temps, et à travers la révision, c'est pas normal qu'elle ne révise jamais et qu'elle ne veut pas. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'avait dit. Il faudra veiller avec quel esprit ça va être appliqué, cette loi. Excusez-moi. L'un et l'autre, c'est très précis. Maître Florent, je vous demanderai de nous faire parvenir une note écrite
avec vos propositions. Pour le cas où ces propositions sont un peu différentes de celles de M. Seznec, je voudrais avoir les propositions propres de M. Seznec. Donc voilà, et je souhaiterais que cela puisse se faire, si vous le voulez bien, dans la semaine. Je ne voudrais pas vous charger, mais parce que nous confrontons tout cela au fur et à mesure de toutes les auditions que nous menons. Nous avons été très intéressés par, je veux dire à M. Seznec, que ce n'est pas sans une certaine émotion que nous l'entendons. Voilà, je le lui dis. Je n'irai pas au-delà, mais ce que nous souhaitons, c'est vraiment nous appuyer effectivement sur ce qui a concerné votre grand-père pour voir comment nous pouvons, c'est notre rôle, faire des propositions d'évolution de la loi. Après, on verra comment l'Assemblée nationale et le Sénat nous suivront. Mais voilà ce que nous voudrions. Donc, nous avons une possibilité de faire évoluer la loi et je voudrais avoir les opinions de chacun pour pouvoir bien d'abord les confronter entre nous deux et puis ensuite voir jusqu'où nous pouvons aller dans les propositions que nous pouvons faire. Je tiens à vous remercier tous les deux. Merci.